Donc, je vais me présenter. Je suis Caroline Quevillon, je suis directrice de l'innovation pédagogique pour l'École Succès scolaire. Donc, cet après-midi, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous et de vous partager, dans le fond, un récit de pratique sur le co-enseignement que nous vivons là, dans un contexte d'école à distance. Donc, l'intention de la rencontre est vraiment de vous... c'est en toute l'humilité que je viens partager avec vous là, notre modèle de co-enseignement qui est utilisé dans nos classes virtuelles. Donc, je vais présenter le plan de la présentation. N'hésitez pas, on n'est vraiment pas nombreux, donc à m'interrompre à tout moment. Là, ça va vraiment me faire plaisir d'apporter les précisions supplémentaires si c'est nécessaire. En fait, pour vraiment bien camper là, et comprendre les décisions pédagogiques qui nous ont, les décisions pédagogiques d'arriver à la formule du co-enseignement. Donc, je vais vous présenter brièvement l'école. Par la suite, il y aura un volet plus théorique sur l'enseignement à distance, les éléments essentiels dans l'accompagnement des élèves, la définition du co-enseignement, donc d'un point de vue théorique, et par la suite, qu'est-ce que nous, on a retenu de cette théorie-là et comment on la met en application. Finalement, à la lumière des quelques sessions que nous avons faites en co-enseignement, quels sont les avantages que nous voyons que les élèves vont nous nommer et quels avantages nos enseignants voient à cette formule-là. Et finalement, je vais vous présenter un modèle de co-enseignement qui est vraiment un modèle sur lequel on s'inspire pour faire vivre cette pédagogie-là dans le cadre de nos cours. Donc, l'École Succès scolaire, c'est un établissement non subventionné privé qui a vraiment un permis d'enseignement du ministère de l'Éducation, mais c'est un permis partiel, ce qui veut dire que les élèves que nous accueillons viennent à nous pour venir chercher des cours pour la poursuite de leur parcours scolaire. Donc, un élève qui a besoin d'un préalable pour poursuivre son parcours scolaire, il peut venir faire le cours avec nous. Et un élève qui aurait besoin de réussir un cours et qui l'aurait échoué va poursuivre son cheminement là, en parallèle avec son cheminement régulier avec nous. Donc, il s'agit vraiment d'un permis d'école à distance, donc une école 100% virtuelle qui offre des cours en mode synchrone. Et l'offre de cours, elle est orchestrée là, de façon semestrielle, donc elle va varier au fil des sessions selon les besoins de nos élèves. Dans ce contexte-là, les enjeux d'avoir un permis d'école à distance, que nous, on voulait faire vivre cette école à distance-là. Donc, c'était vraiment d'aller voir quelle approche allait nous permettre de rendre notre enseignement des plus efficaces possibles pour nos élèves. Du fait que nos élèves ils proviennent de toutes les écoles, donc qui peuvent provenir de toutes les écoles de la province, donc comment arriver à proposer une formule qui va favoriser l'arrimage pédagogique et méthodologique là, pour nos élèves, parce que nos enseignants sont vraiment en constant arrimage pédagogique avec les élèves qu'on reçoit. Et finalement, les besoins des élèves, comme je vous le disais, ils ont des besoins variés, mais bien spécifiques à eux. En ce sens, donc quand ils arrivent, comment on peut répondre à leurs besoins en différenciant notre pédagogie afin de favoriser leur réussite. Maintenant, l'enseignement à distance, on a considéré 3 éléments pour maximiser l'accompagnement des élèves. Là, je n'ai pas inventé ces 3 éléments-là. En fait, ils sont tirés du cours là, du micro-programme de la TELU que j'enseigne à distance. Donc, 3 éléments sur lesquels on voulait vraiment miser pour vraiment accompagner nos élèves de façon la plus efficace possible. Premier élément, la communication, que nous avons vraiment... la communication nous permettait d'aller chercher de l'information qu'on n'a pas. Parce que, comme je vous le disais, les élèves nous arrivent, on n'a pas d'historique, quels apprenants ils sont. On a besoin de cette information-là rapidement pour bien les soutenir. Donc, la communication doit être vraiment réactive et proactive. Réactive dans le sens qu'on veut répondre rapidement, donc aux besoins des élèves qu'ils vont nommer, mais on veut aussi être proactif, donc aller chercher toute l'information des élèves qui sont plus silencieux parce que les élèves n'ont pas... on n'a pas la même dynamique de classe qu'une école régulière. Ces élèves ne se connaissent pas nécessairement, ils peuvent être timides. Donc, on veut être aussi proactif pour aller chercher les besoins de nos élèves. Donc, le but étant de communiquer et d'être disponible pour ces élèves-là pour recevoir le plus d'informations possible et leur rendre le meilleur soutien nécessaire. Le soutien à l'apprentissage sur différents plans. Donc, que ce soit le plan cognitif, le plan métacognitif, le plan socio-affectif, pour créer un lien de confiance, vraiment un climat d'écoute en classe, un climat où l'erreur est possible.
Donc, on a aussi sur le plan, on va les accompagner sur le plan motivationnel. Comme je vous disais, on a des élèves avec des profils variés, donc qui vont nous arriver des élèves qui peuvent être super motivés parce qu'ils ont vraiment un objectif très précis en venant suivre un cours avec nous, alors que d'autres, ça peut être anxiogène. Donc, on veut vraiment leur donner le plus possible de soutien sur leur sentiment d'efficacité personnelle. Et finalement, il y a, comme je le disais tout à l'heure, là, sur le plan méthodologique, on veut aussi offrir ce soutien-là. Finalement, donc, troisième élément à considérer, c'est tout ce qui est la gestion de classe et les interactions dans la classe virtuelle. Donc, l'enseignement vraiment explicite des comportements qui sont attendus et qui sont adoptés. Puis, ce qu'on veut, nous, on mise vraiment sur... on veut vraiment que les élèves aient une relation positive avec les intervenants qui sont autour d'eux et qu'ils développent cette relation-là, malgré que les sessions peuvent être plus courtes que dans un contexte régulier d'une école régulière. Maintenant, le co-enseignement, donc un volet plus théorique, comme je vous dis, je vais miser quand même sur les concepts qu'on a retenus et qu'on souhaitait mettre de l'avant dans le cadre de nos cours. Donc, l'intention du co-enseignement, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement, bien entendu. Il s'agit de plusieurs personnes, ça peut être 2 personnes et plus, qui vont vraiment partager la responsabilité pédagogique d'un cours et qui vont coordonner toutes les activités pour le bien des élèves. Donc, c'est une pratique qui est coopérative et chaque intervenant à des degrés différents et de façon différente va intervenir de façon récurrente là, dans le cours, mais vraiment, ils vont se partager les tâches et les responsabilités. Donc, il y a 2 fondements derrière le co-enseignement. Il y a un fondement pédagogique pour avoir une école qui est plus active, plus innovante, mais on a aussi un fondement qui est inclusif, donc qui nous permet de soutenir les élèves qui ont des besoins spécifiques. Maintenant, quels sont les bénéfices du co-enseignement? Donc, j'en parle depuis tout à l'heure, la différenciation pédagogique. En fait, c'est que par la meilleure disponibilité des enseignants, on est capable d'aller chercher l'information plus rapidement sur quels sont les besoins des élèves et à ce moment-là, orchestrer nos actions pédagogiques pour qu'elles soient plus efficaces et qu'elles permettent à l'élève d'être plus actif, donc d'entrer dans la tâche facilement. On est capable de vraiment assurer un meilleur étayage de nos élèves, d'assurer une augmentation aussi dans le climat de classe et dans les interactions positives. Donc, on assure aussi une meilleure évaluation des élèves parce qu'on n'est pas seulement qu'une personne à reconnaître et à constater la compétence des élèves dans différents contextes. Donc, on est plus d'une personne à pouvoir faire ces observations-là. Donc, l'évaluation, elle est faite de façon plus facilitée et plus juste. Et finalement, bien entendu, pour les enseignants, c'est vraiment une forme de développement professionnel parce qu'ils sont appelés à travailler en collaboration constante. Comment rendre efficace le co-enseignement? L'intention, la première intention que moi, que je nomme avec mes équipes quand on commence une session et qu'on est en formation, c'est vraiment il faut aller répondre aux besoins des élèves. Donc, trouver les meilleures façons de collaborer en tant qu'équipe enseignante pour répondre aux besoins des élèves. Par la suite, comment ça se fait, comment ça se concrétise, tout ça, il faut d'abord et avant tout, avant même d'entrer dans la pratique de co-enseignement, il faut d'abord et avant tout vraiment définir clairement les rôles et responsabilités de chacun. Ainsi, chaque membre de l'équipe enseignante peut vraiment bénéficier puis savoir dans quel contexte il va exercer ses actions pédagogiques et ses pratiques. Ensuite, bien entendu, la planification doit être centrée sur les apprentissages, mais elle doit aussi être centrée sur la gestion du groupe parce que le groupe est maintenant géré à 1, 2 ou 3 personnes. Donc, c'est vraiment important de développer cette cohésion d'équipe-là qui nous permet d'avoir une vision commune, des orientations communes et d'agir de façon cohérente en tout temps avec les élèves. Donc, il ne faut pas que les élèves sentent, oui, il y a une différenciation selon l'intervenant qui est en jeu dans l'intervention. Ceci étant dit, il faut quand même que les valeurs et les orientations soient les mêmes pour tous les intervenants pour assurer une cohérence chez nos élèves. Ensuite, quelque chose qui est très important pour que le co-enseignement puisse bien se vivre, c'est de laisser du temps de travail, de co-planification et de co-évaluation pour l'équipe enseignante. Donc, de vraiment leur permettre d'avoir du temps pour réfléchir et pour planifier les interventions parce que, comme je le dis, les enseignants sont souvent habitués de travailler seuls, puis là, ils arrivent dans notre modèle et là, il faut vraiment leur expliquer puis de prendre le temps qu'ils puissent prendre un pas de recul, comment ils peuvent partager leurs tâches puis comment ils peuvent même bonifier ce qu'ils font habituellement.
Donc, ça demande quand même une grande souplesse, une flexibilité de la part des équipes enseignantes parce qu'on est parfois confrontés, là, on le voit, là, ils sont confrontés à différentes façons de faire, mais ils en sortent gagnants, c'est vraiment le message qu'on en a à la fin de chaque session. Maintenant, les outils numériques sont essentiels dans la collaboration. Je vous dirais, c'est ce qui facilite le travail collaboratif de l'équipe. C'est vraiment les outils, dans notre cas, on utilise la suite nuagique Google, là, mais c'est vraiment des outils collaboratifs qui vont favoriser ce travail d'équipe-là. Je ne vous cacherai pas que d'avoir des habiletés de communication chez chaque membre de notre équipe enseignante est essentiel. Dans le recrutement, là, c'est vraiment une compétence qu'on va regarder parce que les enseignants doivent être à bien communiquer des attentes, bien aussi recevoir dans la communication. Donc, c'est vraiment un aspect qui est important pour la réussite du co-enseignement. Ensuite, il y a aussi bien entendu la compatibilité des membres de l'équipe. Une chose, quand on les constitue, ces membres, quand on constitue les équipes enseignantes, on regarde vraiment les personnalités de chacun, ce qu'on a remarqué, que ce soit en entrevue ou par l'expérience qu'ils ont eue avec nous. Donc, on assure vraiment que les gens, quand on les choisit, qu'ils sont complémentaires, que leurs forces sont complémentaires au sein de l'équipe. Et finalement, puis ça, c'est un rôle que je supervise aussi les enseignants dans les équipes enseignantes, dans cet ordre-là, de prendre vraiment un pas de recul et d'évaluer les effets du co-enseignement. Donc, ça veut dire, après un cours, on prend un temps pour vraiment faire un debriefing et regarder qu'est-ce qui a fonctionné, comment on peut améliorer pour la prochaine fois. Demain, on pourrait faire ça de telle façon. Donc, il faut prendre ce temps-là aussi pour améliorer et rendre le co-enseignement plus efficace. Philippe Tremblay, là, de l'Université Laval, qui a travaillé sur le co-enseignement, propose 6 configurations possibles du co-enseignement. Je vais les détailler là, de façon assez brève. Là. La présentation elle est disponible aussi. Donc, la première configuration qui est proposée, c'est un enseignant qui enseigne, donc qui prend la charge de cours et qui va planifier, prendre toutes les activités pédagogiques et leur organisation. Il va s'en occuper et l'autre enseignant va observer. On va miser beaucoup sur cette configuration-là au début d'une collaboration en co-enseignement pour que les gens puissent, s'apprivoiser et apprendre à se connaître. Et donc, ça va nous permettre par la suite d'aller vers d'autres configurations où il va y avoir un meilleur partage. Donc, si on veut travailler pour arriver à un bon partage des responsabilités, c'est important de prendre un temps pour que chacun puisse apprendre à se connaître dans une action concrète d'enseignement. Donc, pendant que l'enseignant observe, en fait, ces observations-là, il traite l'information qu'il reçoit et il va les transmettre. Il observe soit les élèves, leurs réactions, et il peut observer aussi l'enseignant qui est en train d'enseigner et lui faire part de ce qu'il a observé, les réactions des élèves par rapport aux enseignements qui étaient donnés, ce qui permet à l'enseignant qui donnait le cours de vraiment avoir une rétroaction et de réajuster ses pratiques aux besoins. Ensuite, on a un qui enseigne et un qui apporte un soutien. Donc, pendant l'enseignement, encore une fois, c'est un enseignant qui prend en charge la totale activité et l'autre enseignant va apporter des précisions plus individuelles, un soutien individuel aux élèves et vraiment d'aller chercher, de proposer des adaptations, mais vraiment une approche qui est plus individuelle. L'enseignement parallèle, quant à lui, c'est vraiment qu'on divise le groupe selon le nombre d'enseignants que nous avons. Ils vont enseigner le même contenu, mais avec une approche différente. L'enseignement d'atelier, c'est de faire des ateliers, des sous-groupes, et chaque atelier est animé par un membre de l'équipe enseignante. Ensuite, l'enseignement alternatif, lui, c'est vraiment un partage de responsabilités, donc autant de la planification que la gestion du groupe et tout ça. Et pendant le cours, à certains moments, la majorité des élèves sont toujours en grand groupe, mais on peut aller, un des deux va aller soutenir les élèves, faire de l'enrichissement, aller soutenir, réenseigner une notion qui semblerait être moins comprise. Finalement, l'enseignement partagé, c'est encore une partage total là, des responsabilités. Et puis, c'est vraiment, ça, je vous dirais, il faut que les gens se connaissent bien là, pour arriver à l'enseignement partagé. Mais c'est vraiment au fil du temps, là, au fil du cours et de l'enseignement, chacun va prendre un rôle différent. Là, voilà. Donc,
Les enjeux de l'enseignement à distance qui semblent être amoindris par le co-enseignement, on a vraiment l'enjeu relationnel parce qu'on réussit à susciter plus d'interactions, donc on suscite plus l'engagement de nos élèves, on les motive davantage parce qu'on a plus d'interactions avec nos élèves de cette façon-là. On a par la rétroaction aussi, on augmente le sentiment d'efficacité chez les élèves, donc on les soutient davantage. L'autonomie, donc on les rend vraiment plus autonomes en leur donnant des moyens de réussir et en les accompagnant dans ces moyens-là et à ce qu'ils les approprient et qu'ils soient capables de les revivre dans différents contextes. Et finalement, ça nous permet vraiment d'inclure tous les élèves selon leurs besoins. Donc, dans l'école présentée, comment c'est vécu dans notre école? En fait, c'est qu'on a un modèle qui est au maximum de 3 membres dans une équipe enseignante. Nous avons un enseignant et 2 auxiliaires d'enseignement au maximum dans un groupe. Donc, l'enseignant a vraiment un rôle de leader pédagogique et c'est vraiment la posture qu'on lui demande d'avoir. Et les auxiliaires d'enseignement sont vraiment là pour le soutenir les élèves et soutenir l'enseignant pendant les cours. Maintenant, je reviens avec cette diapo-là, mais je donne des exemples concrets comment nous jouons avec toutes ces configurations du co-enseignement-là. Je vous dirais que on demande aux enseignants d'adopter vraiment de l'enseignement explicite et vraiment de l'enseignement stratégique aussi. C'est vraiment important pour nous dans le contexte à distance. Donc, pendant, exemple, que l'enseignant est en modélisation, les auxiliaires d'enseignement sont là, ils vont vraiment observer le groupe, les réactions, observer les réactions sur le clavardage et ils vont faire part de ce qu'ils observent à l'enseignant afin qu'il puisse vraiment réajuster son enseignement. Il y a aussi, comme je le disais, les auxiliaires, ils apportent aussi un soutien individualisé par le biais de l'outil de clavardage. Donc, ils vont répondre individuellement à l'élève alors que l'enseignant est en train de présenter aux élèves. L'enseignement parallèle, on l'utilise davantage dans un contexte de formule de révision. Donc, à la fin d'un plan de travail, afin de bien conclure ce plan de travail-là, on va diviser le groupe et chaque membre de l'équipe enseignante prend une partie du groupe. Et même parfois, on demande aux élèves de choisir. Ce n'est pas un jeu de qui est le plus populaire, c'est vraiment pas ça. C'est de choisir avec qui ils sont plus à l'aise et avec qui ils ont envie d'aller faire la révision. Donc, c'est comme ça qu'on le propose. L'enseignement en atelier, on l'utilise beaucoup dans le cadre des cours de français. Donc, des ateliers d'écriture, par exemple. Donc, quand on apprend on travaille sur un type de texte, alors là, on a un atelier sur l'introduction, un atelier sur le paragraphe de développement, un atelier sur la conclusion. Donc, les élèves voient tous les ateliers avec chaque membre qui est responsable d'un atelier. L'enseignement alternatif, c'est souvent vécu en début de cours, je vous dirais, alors que les élèves, nous, on demande à la fin du cours aux enseignants de vraiment prendre une photo des apprentissages des élèves, donc de trouver par un moyen d'un questionnaire, d'avoir l'information sur les apprentissages réalisés des élèves. Et au début du cours suivant, dans le fond, les auxiliaires peuvent prendre des petits groupes selon les difficultés qui ont été relevées et revenir sur des apprentissages, consolider les apprentissages pour que par la suite, on retourne en grand groupe et qu'on soit capable de poursuivre les apprentissages avec des bases plus solides. L'enseignement partagé, ça fait quand même pas beaucoup de sessions qu'on vit le co-enseignement, alors on n'est pas rendu avec des équipes assez stables pour se rendre à l'enseignement partagé, mais je ne vous cacherai pas que c'est dans notre intention d'y arriver éventuellement. Donc, comme je le disais, le rôle et responsabilités de l'enseignant, c'est vraiment la planification de l'enseignement, des évaluations, donc vraiment la planification semestrielle. L'enseignant va aussi être responsable d'exercer son jugement professionnel à la fin de la session. Mais bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, il le fait, mais il le fait aussi avec toutes les observations que les auxiliaires ont faites tout au long de la session. Finalement, les auxiliaires, ils vont vraiment participer à l'enseignement en collaboration avec l'enseignant. Donc, ils vont animer des parties de cours, ils vont vraiment animer des ateliers. Donc, à différents degrés, c'est planifié, leurs interventions sont planifiées, mais donc, ils participent vraiment directement à l'enseignement du cours. Ils offrent aussi de la rétroaction à l'élève, donc ce qu'ils peuvent avoir à faire. Ils peuvent faire les quiz de fin de cours, corriger des travaux pendant une période de travail autonome, donc ils peuvent aller d'un document à l'autre pour commenter le travail de l'élève.
Et ils ont aussi un soutien administratif et méthodologique et je dirais même technologique. Donc, avec l'enseignement à distance, on a le défi des outils technologiques. Donc, les auxiliaires sont là pour accompagner les élèves à développer leurs compétences numériques aussi. Donc, les élèves, alors, les avantages qui nous sont, parce qu'on fait des sondages là, après chaque session, donc les avantages qui nous ont été rapportés, je vous dirais que la rapidité des interventions, donc l'élève sent qu'on peut répondre à ses besoins plus rapidement, donc par la disponibilité, parce qu'il y a plus de personnes qui sont disponibles pour lui. Il se sent davantage impliqué dans sa réussite parce qu'on lui donne, comme je le disais, des moyens. Donc, moi, ce que je disais à mes équipes, on crée le plus grand filet possible parce qu'on veut que les élèves s'impliquent et qu'ils aient les moyens pour réussir. Donc, ils se sentent plus autonomes au final des sessions. L'avantage du co-enseignement pour les enseignants. Donc, je reviens sur les interventions parce que c'est vraiment la première chose qui nous revient des deux côtés. Donc, l'efficacité des interventions, le fait de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un aussi sur qui s'appuyer, qui peut faire l'intervention puis avoir un retour plus rapide, même si c'est des intermédiaires. Encore une fois, je répète que la cohésion dans l'équipe est hyper importante, mais c'est vraiment l'efficacité de ces interventions-là qui est vraiment nommée par l'équipe, les enseignants qui travaillent avec nous. Ensuite, la pratique réflexive, le fait d'avoir des retours de quelqu'un de l'extérieur, même si c'est dans la même équipe, mais qui nous regarde enseigner, qui nous regarde travailler. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est favorable. Les enseignants fignolent leur enseignement pour vraiment rendre le tout le plus clair possible pour les élèves. Et finalement, l'approche collaborative de ne pas se sentir seul, donc d'être en équipe, de se sentir soutenu. Puis, vraiment, les solutions qu'on trouve parfois, les moyens pour aider des élèves en difficulté, c'est beaucoup plus créatif quand on est à plusieurs têtes qu'à une seule tête. Donc, le modèle du co-enseignement qui est utilisé, dans le fond, c'est le modèle de Magira-Simmons. Comment on le fait vivre? Donc, avant chaque session, comme je le disais, je rencontre les équipes enseignantes, nous faisons de la formation. Donc, on planifie déjà la collaboration où je donne des orientations générales sur les rôles et responsabilités de chacun. Par la suite, on va les mettre en travail d'équipe. Donc, l'enseignant va présenter sa planification. Donc, c'est l'amorce du processus collaboratif. Ils vont apprendre à se connaître, voir les forces de chacun. Et finalement, on va déterminer, selon les cours, selon les activités, selon leur travail, à quel moment les auxiliaires d'enseignement et l'enseignant, comment ils vont collaborer, à quel moment les auxiliaires vont s'impliquer dans l'enseignement. Donc, cette façon de faire-là, c'est vraiment, ça soutient les co-enseignants, puis c'est vraiment, encore une fois, parce qu'on le vit par la suite, une fois qu'on a planifié la configuration, on s'en va enseigner. Donc, la pratique réflexive est vraiment au cœur là, de cette approche-là. Donc, on observe aussi les pratiques collaboratives. Ils ont aussi de l'accompagnement professionnel de ma part. Donc, on prend du temps en équipe pour revenir sur ce qui a été vécu. Et bien entendu, donc, on réajuste nos pratiques, puis l'intention, c'est d'améliorer la réussite des élèves.